Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence sur quelle résistance collective face au capitalisme de plateforme. Ça fait hyper plaisir de nous voir aussi nombreux. De voir 4000 personnes aux amphis à la rentrée, c'est quand même de bon augure pour la rentrée sociale et prometteur. J'espère que vous avez passé un bel été. Ouais. Que vous avez bien profité de l'abondance et de l'opulence, comme dirait Emmanuel Macron. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Avant de commencer, un peu pour faire un état des lieux de qui est là, on se demandait qui n'a jamais utilisé Uber ici. Jamais. Jamais, jamais. Ou Hitch, ouais. Ok. Ou Hitch. Ok. Des résistants. Et qui n'a jamais utilisé de plateforme de livraison de repas comme Deliveroo, Just Eat. Ah ouais, Uber Eats, ouais. Eh ben, ça en fait du monde. Hein. Il n'y en a pas partout, ouais. L'autre question, ça peut être qui vit en milieu citadin. Ouais. Ah ouais. Et en milieu rural. Et c'est aussi des citadins qui n'ont pas utilisé Uber ou plateforme de livraison. Est-ce que parmi nous, il y a des chauffeurs VTC ou des livreurs, par exemple? Salut. Ou ex-livreur ou ex-chauffeur? Ok, bah merci beaucoup. Donc nous, salut Jean-Bernard. Merci beaucoup. Bah, nous, ça nous permet, en faisant ça, ça nous permet un peu de savoir qui est présent dans la salle et à qui on s'adresse. Donc, cette conférence, elle porte sur normalement comment résister collectivement au capitalisme de plateforme. Il existe différents types de plateformes numériques et Arthur reviendra dessus. Nous, on va principalement se concentrer sur les plateformes numériques de travail. C'est ce qu'on appelle communément l'ubérisation. Et en France, bah, le VRP de l'ubérisation, comme vous savez, c'est Emmanuel Macron qui aide à importer ce modèle qui casse le droit du travail. Et ça, c'est Leïla qui reviendra là-dessus dans son intervention. Donc, les livreurs, la spécificité de l'ubérisation, c'est que les livreurs à vélo ou les chauffeurs VTC, ils ont pour lieu de travail la rue. Il n'y a pas d'usine comme il pouvait y avoir avant, ou encore aujourd'hui dans... Pardon. Aujourd'hui aussi, il y a encore des usines. Il n'y a pas d'usine, pas de lieu collectif en tout cas, où échanger avec des collègues. Et du coup, les formes de résistance collective, elles apparaissent quasiment impossibles. Et pourtant, des formes d'organisation, de mobilisation locale, nationale et internationale ont réussi à voir le jour. Ah pardon, je me présenterai du coup à la fin, c'est pas grave. On savait déjà. Que fait la police? Elle est en prison. On aimerait bien que vous présentiez. Et donc, oui, j'arrive. Donc, je suis Manon Colliou, je suis co-animatrice de l'espace auto-organisation et je travaille avec Leïla Chehbi sur deux casquettes différentes, totalement, sur l'ubérisation, entre autres. Et nous avons aujourd'hui avec nous Arthur Jean, qui est chercheur en sociologie sur les thèmes de la mobilisation de travers des plateformes, qui va revenir sur le modèle des plateformes numériques brièvement, avant de nous parler des combats des travailleurs des plateformes en France, de leur évolution, leur structuration et les alternatives qui ont été créées.
Jean-Bernard Robillard, ancien livreur à vélo, qui va revenir sur son combat contre Deliveroo et la façon de s'organiser, de passer de livreur à livreur militant. Et Leila Chebbi, députée européenne et présidente de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen, qui reviendra tu reviendras sur ton combat au niveau européen, sur le combat législatif et international pour les droits des travailleurs des plateformes. Donc différentes échelles, différentes méthodes, mais le même combat pour les droits des travailleurs des plateformes. Donc Arthur, tu es le premier intervenant et je te laisse la parole. Merci beaucoup de me donner la parole et merci de permettre à ces débats d'avoir lieu. Je pense que c'est important. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Peut-être pour commencer, je vais faire un petit état des lieux en fait de ce modèle dont on parle, parce que je ne sais pas à quel point tout le monde dans la salle en fait est familier de ce que c'est l'ubérisation, le capitalisme de plateforme. Quand on parle de capitalisme de plateforme, en fait, on parle de choses assez différentes. On parle de Facebook, de Google, de Airbnb, de Netflix, etc. Donc, toutes ces entreprises, elles ont en commun une chose, c'est qu'elles mettent en réseau des individus virtuellement, en utilisant des outils numériques qui leur permettent de collecter des données, de géolocaliser des personnes, de fournir des services. Mais elles sont en fait assez différentes pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la question du travail. Ça n'a pas grand-chose à voir, et donc ce dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, c'est des plateformes de l'ubérisation. Donc en fait, des entreprises qui ont un modèle qui s'appuie sur quoi? Sur des travailleurs qui sont juridiquement indépendants, donc qui sont payés à la tâche, qui sont recrutés en ligne, mais qui dans les faits sont encadrés, coordonnés, contrôlés à distance par des outils numériques, via une application sur laquelle ils se connectent, via la géolocalisation, via des systèmes de statistiques de performance qu'on appelle parfois des formes de management algorithmique. Donc c'est un modèle qui se répand. On connaît les entreprises du transport, de la livraison dont on a parlé en introduction, parce que c'est celles qui sont le plus visibles dans la rue. Mais c'est aussi un modèle qu'on retrouve dans l'aide à domicile, dans le nettoyage, dans la coiffure, la photographie, la culture, etc. Et c'est quelque chose qui se répand dans un certain nombre de secteurs des services. Et c'est un système qui inquiète parce qu'il a pour principale caractéristique d'externaliser sur les travailleurs les risques qui pesaient auparavant sur les employeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des patrons qui en fait ne veulent même plus être des employeurs, au sens où ils ne veulent plus en fait assumer les responsabilités, les devoirs qui incombent à l'employeur, tout en conservant la subordination dont la forme se déplace sous des formes renouvelées. Et grâce à ça, ils s'exonèrent de la responsabilité de l'outil de production, ils s'exonèrent du paiement d'une partie de cotisation, d'impôts, et ils externalisent sur les travailleurs les risques qui sont liés aux variations de la demande. C'est-à-dire qu'on recrute à tour de bras pour avoir une armée de réserve qui sera disponible pour livrer des burgers si d'un coup il y a un pic d'activité, mais quand le volume d'activité baisse, on ne la paye pas. Donc en fait, pour pouvoir mobiliser les travailleurs au moment où vous avez besoin de vos sushis, de votre burger, il faut pouvoir les immobiliser le reste du temps gratuitement. Donc ça, c'est la principale caractéristique de ces entreprises. Au-delà de ça, il y a des conditions de travail qui sont aussi problématiques et qui se sont dégradées au fil du temps. Bon, pour ce qui est des plateformes de livraison, qui est ce que je connais particulièrement parce que c'est là-dessus que je réalise ma thèse, les conditions de travail, surtout les conditions de rémunération, se sont dégradées au fil des années. Et ça a entraîné aussi un changement de la population qui travaille pour ces plateformes. Je pense que pour ceux d'entre vous qui vivent dans des centres urbains, vous avez sans doute pu le mesurer. Mais voilà, quand ces plateformes sont arrivées en 2015-2016, leur stratégie marketing a été de cibler des jeunes urbains
étudiants, pour une partie d'entre eux qui avaient déjà une pratique du cyclisme, des artistes, etc. En présentant ça comme un job d'appoint flexible qui leur permettrait de combler leurs revenus, de travailler quand ils veulent, etc. Et il y a une partie de ces jeunes, de ces travailleurs qui ont été séduits d'ailleurs par ces promesses-là, par ce modèle, même s'ils en sont revenus ensuite, mais cette promesse, elle a eu au moins une part de magie pour une partie des gens qui ont rejoint ces plateformes au moment où ils les ont rejoints. Maintenant, la plupart des gens qui bossent pour ces entreprises-là, en France, pour ce que je connais, c'est des travailleurs étrangers qui sont arrivés en général il y a moins de 5 ans en France, qui pour certains ont des titres de séjour, mais qui pour beaucoup sont des travailleurs sans papier et qui travaillent dans ces entreprises par des mécanismes de sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des comptes sur ces plateformes et qui les louent à des travailleurs sans papier pour entre 100 et 150 euros par semaine. Parfois, c'est des gens qui ont travaillé eux-mêmes dans la livraison avant et qui n'y travaillent plus et qui réalisent un petit profit comme ça. Parfois, c'est des systèmes plus mafieux et plus organisés. Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qui se passe dans ce secteur-là. Et ce qu'on peut dire à un niveau plus structurel, c'est qu'au-delà de ce statut d'emploi, etc., ça recrée aussi, ça participe de l'essor d'une économie des services à la personne, où il y a une partie de la population qui, en fait, délègue tout ce qui concerne la reproduction de ses besoins quotidiens à une autre partie de la population. Ça va avec la désindustrialisation et la tertiarisation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui auparavant travaillaient dans l'industrie, qui auraient été des ouvriers, etc., qui aujourd'hui travaillent dans la logistique, travaillent dans ces secteurs au service des besoins d'autres parties de la population, plutôt des cadres, qui bénéficient à des moindres coûts de services qui auparavant étaient réservés à une petite élite. Donc, c'est aussi des changements à l'échelle des rapports de classe entre les différents groupes sociaux en France et dans le monde. Voilà. Pour faire un petit état des lieux du modèle. Et maintenant, je vais vous donner quelques éléments sur les résistances collectives qui ont eu lieu en France. Donc, je vais parler à la fois des actions qui ont été mises en place, et je vais aussi parler de comment le mouvement s'est organisé. Oui, je bouge trop le micro, d'accord. Je vais essayer d'être plus stable, pardon. Alors, peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est un défi immense d'organiser des luttes dans ce secteur-là. Je veux le coller au menton, ok. Pardon. Ce matin, avant la première conf, il y a le technicien de la salle qui est venu nous voir justement par rapport à ça, parce qu'il y a plein d'intervenants qui font. Il recommandait de bouger la tête en même temps. Il faut que je bouge la tête en même temps que le micro, comme ça ? Comme si je faisais un concert ? Ok. Ok. Bon, je vais faire comme ça alors. Bon. Bon. Je vais essayer de revenir au sujet principal qui nous occupe. Voilà, donc la première chose qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est un défi immense d'organiser des luttes dans ce secteur-là, pour tout un tas de raisons qui sont les mêmes dans beaucoup d'emplois précaires, mais qui sont ici amplifiés par ce statut de prestataire de services et par les formes d'organisation du travail des plateformes. D'abord, il y a une extrême précarité qui rend difficile de faire grève pour pas perdre de revenus. Il y a un turnover énorme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un emploi très temporaire et qui donc se sentent pas vraiment concernés, impliqués par ces combats-là. Ils voient bien qu'il y a une dégradation, mais ils se disent, moi, je prends l'argent qu'il y a à prendre et quand il y en aura plus assez, je me tire. Bien sûr, on parle des gens qui peuvent s'extraire de ces secteurs, etc. Mais ça représente quand même une partie de la population qui a exercé cette activité et ça a été un problème dans un certain nombre de luttes qu'il y a eu.
il y a aussi la peur, et là qui est directement liée à ce statut d'indépendant, d'être désactivé, de voir son contrat de prestation de service rompu sans motif, avec là des garanties qui sont bien moindres que celles du Code du travail. Et ce que j'ai pu observer aussi, c'est une forme de pessimisme par rapport au rapport de force. Et ces difficultés-là, elles sont renforcées par l'absence d'interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'effacement du pouvoir. Quand vous êtes dans un bureau, dans une entreprise, vous avez un petit manager au-dessus de vous, éventuellement vous savez où se trouve le bureau du supérieur qui est au-dessus, etc. Vous savez qui c'est. Là, c'est des gens qu'on ne voit pas, qu'on croise jamais, et on ne sait même pas où ils sont. Quand vous vous adressez au manager régional, il vous dit que les décisions sont prises à Paris. À Paris, on vous dit que les décisions sont prises à Londres, etc. Donc tout ça, ça génère un sentiment de pessimisme. Pourtant, il y a malgré ça eu de nombreuses luttes en France dans ce secteur, et c'est quand même à souligner. Les premières, elles ont eu lieu en 2016. Et elles sont nées de la faillite d'une de ces entreprises qui s'appelait Take It Easy, et qui en fait en faisant faillite et en quittant donc la France a laissé sur le carreau des centaines de travailleurs qui avaient travaillé pour elle et qu'elle n'a pas rémunérés. Et c'est à partir de là qu'un certain nombre d'entre eux se sont rendus compte de l'instabilité de leurs conditions de travail et d'emploi qu'ils n'avaient pas forcément mesurées, et que certains d'entre eux ont engagé des actions en justice. À partir de là, il y a eu toute une série de mobilisations, presque chaque été, contre la plateforme Deliveroo, qui, elle, en fait, a baissé à peu près une fois par an ses tarifs depuis cette période, et les mobilisations ont généralement été concomitantes de ces baisses de tarifs-là. Voilà. Donc, les revendications des mouvements qu'il y a eu à chaque fois, elles étaient principalement centrées sur les revenus, mais à ça s'ajoute progressivement la question des conditions de travail, la question de la protection sociale, un sentiment de manque de reconnaissance, et dernièrement, avec l'émergence de toute cette population d'étrangers, de sans-papiers, beaucoup de questions qui sont liées au blocage des comptes parce que la sous-traitance a été démasquée, des questions qui sont liées aux expulsions quand il y a des fins de travail, etc. Et tout ça, c'est ce qui a donné lieu à une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui était l'affaire Frischti à Paris, qui est le nom de d'une de ces entreprises de livraison, un fleuron de la Startup Nation française, qui, en fait, à la suite d'un article de presse, ça a été révélé que beaucoup de travailleurs sans-papiers travaillaient pour cette société. Du jour au lendemain, elle a demandé des papiers pour venir travailler, et donc une grande partie d'entre eux se sont retrouvés sur le carreau, se sont organisés, se sont mobilisés. Il y a eu de nombreuses actions dans la rue qui ont été médiatisées, etc., et qui ont permis à une partie d'entre eux d'obtenir un titre de séjour qui reconnaissait leur activité l'activité de travail qu'ils avaient exercée en France. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il y a eu, malgré toutes ces choses qui pèsent sur l'organisation des luttes, de nombreuses mobilisations depuis 2016 en fait. Et ces mobilisations, voilà, j'y arrive après. Là, je parlais plutôt des actions dans la rue. Toutes ces actions, elles ont donné lieu à des créations de collectifs de travailleurs, qui se sont constitués en associations pour certains, qui ne souhaitaient pas rejoindre des syndicats, et d'autres en syndicats, qui ont rejoint pour la grande majorité d'entre eux la CGT qui les a organisés. D'abord à Bordeaux, il y a eu un syndicat à Lyon, à Nantes, il y en a eu depuis très récemment à Paris. Et ça aussi, ça a nécessité une adaptation en fait de la part des livreurs, mais de la part aussi des syndicats, pour qui il fallait s'adresser maintenant plus seulement à des salariés, mais à d'autres populations de travailleurs. Il y a eu des débats internes, des gens qui comprenaient pas, qui disaient mais en fait ces micro-entrepreneurs c'est des patrons. Il y a eu aussi des gens dans les secteurs des taxis par exemple qui avaient peur qu'on intègre les VTC dans les syndicats. Donc tout ça, ça génère tout un tas
de questions, de réticence, et se poser aussi la question de comment on les organise en fait, parce que la CGT, historiquement, on organise les gens à la fois sur une base territoriale et sur une base professionnelle, et là en fait on sait même pas dans quel secteur d'activité ils sont. Les plateformes elles disent qu'elles sont, bien sûr, mais les plateformes elles disent que elles ont des activités, qu'elles sont des entreprises du numérique, et plus bon, même si on croit pas à ça, se pose la question de est-ce que c'est dans le service, dans le transport, etc. Et au départ, il y a eu plein d'initiatives locales qui dépendaient de structures assez différentes pour aboutir en 2019 à ce qui s'appelait la Coordination nationale des livreurs, qui est en fait une structure qui a été montée à l'échelle nationale, qui réunit tous les syndicats de livreurs CGT de France, qui se réunissent tous les mois dans cette structure. Et 2 d'entre eux ont été financés pendant 1 an pour faciliter l'organisation, le déploiement syndical. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un paysage de la lutte qui est fragmenté entre d'un côté cette organisation au niveau de la CGT et de l'autre un collectif à Paris qui s'appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, qui lui n'a jamais souhaité rejoindre les syndicats, qui au départ a été appuyé par la CGT à Paris, mais qui depuis quelques années a des relations assez hostiles avec la CGT. Je vais pas revenir sur tout ça maintenant, mais en tout cas ça génère une difficulté à créer une lutte nationale, à créer une cause commune. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle des petites mobilisations. C'est-à-dire que quand il y a un changement de tarif, ceux qui ont réussi à garder l'ancien tarif ne se mobilisent pas pour les nouveaux. Quand il y a l'arrivée des sans-papiers, il y a une partie des anciens livreurs qui réclament qu'on exclue les sans-papiers des plateformes. Quand il y a des livreurs en scooter qui se mobilisent, il y a une partie des livreurs à vélo qui voudraient qu'ils soient exclus plutôt que de se mobiliser avec eux. Et tout ça, ça pose des problèmes pour créer un sentiment d'appartenance à une profession, à une cause commune. Alors, juste en quelques mots, donc quels ont été un petit peu les grands modes d'action qui ont été mis en place et les formes de la résistance. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais 5 minutes à peu près. Ouais, très bien. Bon, peut-être le premier mode de résistance dont on peut parler, qui est pas visible, mais qui a une échelle à la fois individuelle et collective, c'est en fait quelque chose qui peut être rapporté à du refus de travail, à du débrayage, c'est-à-dire le refus de commande en fait. C'est-à-dire que les livreurs, ils peuvent refuser des commandes. Bien sûr, ils sont soumis à une obligation de revenu, donc ils peuvent pas en refuser tant que ça, mais dans les périodes où il y en a beaucoup, ils peuvent un petit peu se permettre de refuser, etc. Et ça permet de donner des petites marges de manœuvre pour boycotter certains restaurants, pour à des moments essayer aussi collectivement de refuser les commandes, ce qui revient là à une forme de grève. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par un certain nombre de collectifs. Pardon ? Voilà, donc ça a été fait dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc c'était cette première forme d'action collective qui était en fait sur une période donnée, de refuser toutes les commandes, voire de ne pas se connecter. Donc quelque chose qui se rapporte à la grève et qui visait à la fois à ralentir la production et à visibiliser le mouvement à la fois auprès des clients, des plateformes, des pouvoirs publics, pour instituer un rapport de force. Plus directement, il y a aussi des blocages qui ont été réalisés. Donc ça visait directement à aller devant les restaurants et soit à s'adresser aux restaurateurs pour un petit peu les convaincre ou les intimider pour qu'ils ferment les tablettes qui permettent aux commandes d'arriver, soit de bloquer l'entrée du restaurant pour empêcher les livreurs de rentrer. Voilà, donc ça c'est tout un tas de modes d'action qui ont une certaine forme d'efficacité à un moment parce qu'ils ont permis de ralentir le flux, mais qui se sont heurtés à la répression des plateformes, avec à la fois des formes de discrimination syndicale, où il y en a certains qui se sont fait désactiver leur compte parce qu'ils ont été géolocalisés dans des zones où on a vu qu'il y avait des manifestations, etc. Et plus largement, ces plateformes elles mettent en place une stratégie de pression sur l'offre, c'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a une action collective, ils augmentent le nombre de créneaux sur lesquels on peut s'inscrire pour accéder aux plateformes, ils augmentent les tarifs
sur les horaires où ils savent qu'il va y avoir des grèves. Et donc, il y a une partie des gens qui au départ pensaient faire grève, qui finalement vont travailler parce qu'il y a une aubaine financière, et les autres qui sont dégoûtés parce que leurs collègues les ont trahis, et tout le monde ressort divisé, et voilà. Et donc, ça a été, voilà, il y a ces stratégies-là auxquelles les livreurs se sont heurtés, et tout ça, c'est assez difficile à contrôler dans l'espace public, en fait. C'est-à-dire que si vous faites grève dans une entreprise, vous pouvez dans certains cas savoir qui est présent, savoir qui n'est pas présent, qui fait grève, qui ne fait pas grève, etc. Là, c'est très compliqué, en fait, dans l'espace public, de savoir si les gens sont là alors qu'ils ont dit qu'ils étaient là, s'ils sont restés chez eux, mais qu'en fait, ils travaillent quand même pas, si en fait, ils sont en train de travailler à l'autre bout de la ville alors qu'ils ont dit qu'ils faisaient grève. Donc, voilà. Tout ça, c'est des choses qui ont limité, en fait, les effets de ces actions collectives-là, et qui se sont aussi heurtés, du coup, à la démobilisation et au fait que, avec le temps, il y a de moins en moins de gens qui revenaient aux manifestations et qu'elles se sont essoufflées dans le temps. Et du coup, face à cette difficulté, en fait, à créer un rapport de force par des actions collectives de masse, il y a deux principales stratégies qui ont été utilisées pour faire pression sur les plateformes. La première, c'est une stratégie de médiatisation. Donc, à la fois en faisant appel à la presse qui a couvert de nombreuses luttes et qui, contrairement à beaucoup de secteurs d'activité et à beaucoup de combats, a une couverture plutôt favorable des luttes sur des livreurs, ce qui est plutôt à souligner. Et en utilisant aussi les réseaux sociaux, en se battant sur Twitter, sur Facebook, dans les groupes de livreurs pour convaincre les collègues, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette stratégie de communication qui a été mise en place. Et le dernier volet, c'est le volet juridique. Donc progressivement, la lutte, elle s'est déplacée de la rue vers le tribunal. Et donc là, il y a eu des procédures qui ont été mises en place à la fois au prud'homme et au pénal. Donc il y a des livreurs qui, avec un avocat individuellement, ont porté plainte au prud'homme, et il y a eu des procédures plus conséquentes qui ont abouti en avril dernier à la condamnation de Deliveroo pour travail dissimulé, avec des amendes et des peines de prison avec sursis pour ses plus hauts dirigeants. Donc c'est quelque chose qui quand même est une menace à terme pour le modèle de Deliveroo, à la fois sur le plan symbolique, parce que cas après cas, les requalifications des livreurs en salariés, elles montrent que ce modèle il repose sur un mensonge. Ça peut devenir aussi une menace sur le plan financier, parce qu'aujourd'hui il y a des centaines voire des milliers de procédures qui sont en cours au tribunal des prud'hommes, et donc requalifier un livreur c'est pas grand chose, mais quand on arrive sur des milliers de livreurs ça commence à peser. Et ça peut être aussi une menace légale si à terme ça mène à une requalification de tous les travailleurs. Et ça a eu des effets concrets, c'est-à-dire que l'introduction en bourse de Deliveroo par exemple a été considérée comme relativement ratée. Et on peut considérer qu'un certain nombre d'investisseurs qui mettent leur argent dans les grandes entreprises ont estimé qu'il y avait trop de risques à investir dans l'entreprise Deliveroo par rapport à ces problèmes d'image et par rapport à ces risques juridiques, parce qu'eux estiment comme des risques juridiques. Et donc aujourd'hui, le principal espoir, il repose à la fois sur ces procédures judiciaires, il repose aussi sur la directive européenne dont on va parler Leïla tout à l'heure, et il repose également sur les alternatives qui se créaient. Donc beaucoup de livreurs, quelques dizaines en vérité, donc pas tant que ça, de livreurs qui souhaitent rester dans ce secteur-là, qui ont envie d'exercer ce métier-là, ont créé des coopératives qui exercent la même activité que ces plateformes, mais avec un autre modèle social, un autre modèle d'emploi. C'est quelque chose qui a une utilité parce que ça montre qu'on peut vivre de ce métier avec un autre modèle que les grandes plateformes. Ça permet aussi à ces livreurs de se réapproprier leur outil de travail, de travailler autrement. Mais aujourd'hui, c'est pas une solution pour les milliers de travailleurs sans papier qui bossent dans la livraison et pour lesquels il faudra des changements bien plus drastiques que ces alternatives-là, même si elles montrent qu'une autre voie est possible. Donc pour conclure,
je voudrais dire que voilà, le principal défi pour moi, c'est celui de la pérennisation du mouvement, parce qu'il y a une colère, il y a une combativité, mais il y a une difficulté à ancrer les organisations dans le temps. Et donc se pose la question de comment faire pour que ces fragiles structures, ces collectifs ne meurent pas, parce qu'ils reposent souvent sur quelques individus qui, quand ils s'en vont, ne donne, voilà, il y a pas de suite à tout ça. Et le principal espoir, il est voilà au niveau judiciaire et au niveau de cette directive européenne dont on va parler tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole à Jean-Bernard. Jean-Bernard, oui. Merci beaucoup, Arthur. En parlant de coopérative, je vois qu'il y a Basile de CoopCycle qui est également dans la salle. Jean-Bernard, du coup, ton histoire, tu la racontes aussi dans un film qui s'appelle Shift. Ouais. Et donc, en parlant de combat judiciaire, toi, tu as mené un combat judiciaire contre Deliveroo. Ouais, enfin, c'est Deliveroo qui a mené un combat judiciaire contre moi, pour être exact. Alors, forcément, le vent se lève, donc j'ai du mal avec mes notes. J'ai du mal, déjà, je suis hyper actif, donc j'ai un peu de mal à rester assis, mais je vais essayer de pas m'éparpiller. Oui, j'ai un peu cette singularité que on n'est que deux hein, dans le monde et en Europe, que c'est pas nous qui avons attaqué Deliveroo en justice, c'est Deliveroo qui nous a attaqué en justice. Et ils ont perdu. Voilà. Comme quoi, hein. Quand le politique suit pas, il y a au moins la justice qui peut suivre. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et moi, je vais peut-être revenir un peu concrètement comment ça se passe, parce que je l'ai vécu. Donc, je vais juste revenir sur deux, trois choses qu'il a dit. Ça m'a fait rire. C'est la manière dont se qualifie Deliveroo. Il faut savoir que Deliveroo, dans mon procès, s'était qualifié comme entreprise de marketing qui fait de la publicité pour les restos. Voilà. Donc voilà, c'est pas une entreprise de livraison parce qu'en Belgique, s'ils étaient une entreprise de livraison, il y a une commission paritaire, ils sont tenus de respecter des minima légaux au niveau des commissions paritaires. Donc c'est une entreprise de marketing qui fait de la publicité pour les restaurants, comme tout le monde le sait. Voilà. Je voulais revenir aussi sur la faillite de Take It Easy. Alors Take It Easy, ils ont fait faillite, ils ont mis des tonnes de personnes, y compris en Belgique, puisque c'est une entreprise belge, hein, comme quoi les conneries arrivent de partout. Ils ont fait faillite, ils ont mis des tonnes de coursiers dans la merde, mais pas que. Parce qu'il faut savoir que ce système, ça fonctionne, en fait, ils prennent toute la recette du restaurant, et ensuite ils reversent les 70% au restaurant qu'ils ont récupéré. Donc quand ils ont fait faillite, ils ont gardé aussi tout l'argent de la recette du mois de juillet et du mois de juin des restaurants. Donc il y a des restaurants en Belgique qui se sont retrouvés avec 30 000 balles de chiffre en moins. Voilà. Donc il y a des restaurants qui ont fermé. Ils en profitent à tous les niveaux. Voilà. Alors, je vais reprendre aussi, tu parlais de la séduction. Deliveroo, Uber Eats, c'est séduisant, mais on y arrive souvent parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Moi, mon histoire, elle est simple. J'ai galéré, j'ai perdu un emploi à un moment donné parce que j'avais des problèmes de dos, hein, j'étais caissier dans un marché bio et j'arrivais pas à retrouver d'emploi en tout cas qualifié. En même temps j'ai un diplôme qui est un master 2 des Beaux-Arts, donc ça donne pas trop d'ouverture à part être artiste, et artiste ça nourrit pas son homme, en tout cas pas tous. Et donc, j'ai galéré pendant plusieurs mois. Et puis, j'ai tellement galéré qu'à un moment donné, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents. Et j'aurais dit, moi, je peux plus payer le loyer, quoi. Donc, mes parents ont payé le loyer. Et il fallait quand même que j'arrive à réussir à trouver du boulot. Et puis, je suis arrivé à Take It Easy d'abord, comme ça. C'est-à-dire que Take It Easy, du jour au lendemain, ils m'ont dit, non, pas besoin de CV, vas-y, viens rouler pour nous. C'était la grande époque de les débuts de tous ces services de livraison. Et c'est là qu'ils ont été séducteurs, parce qu'ils m'ont embauché tout de suite. En plus, avec des conditions tarifaires qui étaient hyper bien. Pour un 40 heures par semaine, je gagnais 500 € par mois. Voilà. Mais quand on n'a rien, 500 € par mois, c'est pas rien. Je me suis pris pour le roi du monde. Mes parents continuent de payer un peu le loyer quand même.
à 38 ans, ça fait un peu mal. Maintenant, je suis plus âgé. Hein. Pour ceux qui auraient compris, ça date de 2016. Je vous laisse faire le calcul. Je les fais pas. Merci. Donc voilà. Et puis Deliveroo est arrivé. Et eux, ils payaient à l'heure. Et donc là, je suis passé d'un 500 € net par mois pour 40 heures par semaine à un 1500 € net par mois pour un 40 heures par semaine. Ouf, j'avais jamais gagné ça. Enfin, je crois pas. Ou alors, par hasard. Sans le faire exprès. Donc voilà, donc j'arrive. Bah, alors c'est un métier qui est dangereux quand même. 1500 €, c'est pas cher payé. Mais voilà, j'avais en fait, j'étais payé via une coopérative pour laquelle je travaille d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Smart et qui s'occupe de faire des contrats salariés pour les travailleurs autonomes. Et qui avait été démarché à ce moment-là par les coursiers pour essayer effectivement d'avoir quand même quelque chose de plus cadré. Et donc ils avaient signé une convention avec Deliveroo. Cette convention, elle stipulait qu'il y avait un minimum horaire qui était le minimum légal, d'environ 9,90 € en Belgique. Moi je gagnais environ 12,50 € net de l'heure, hein. Entre 11 et 12,50 € net de l'heure. Et l'avantage, c'est qu'on profitait de la protection étendue du salariat. Cette protection étendue, ça veut dire des assurances. Et les assurances, je peux vous dire que ça sert quand vous roulez, comme moi, je vais un peu me vanter. Moi, j'ai fait 20 000 km en 1 an et demi, et j'ai livré 5 347 commandes pour Deliveroo. 5 350, mais on va rester à 47, parce qu'il y en a 3 qui n'ont pas été comptés. Donc, j'étais leur meilleur coursier. Et on parle de séduction. Moi, j'ai été fort séduit par le système. J'étais salarié, je travaillais quand je voulais. Et j'avais l'impression d'être libre. Et on va revenir parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire de communication. Pourquoi aussi il y a du mal à fédérer les coursiers? Déjà, c'est parce que c'est pas un mauvais jeu de mots, mais ils ont une durée de vie de 2 mois et demi hein, quand même dans l'entreprise. Et en plus de ça, on leur vend essentiellement aux étudiants, même s'il y en a de moins en moins, une communication autour de la flexibilité, de la liberté et surtout de la coolitude. Moi, je me rappelle au début, la coolitude, c'est... Je vais peut-être me lever, hein, parce qu'en fait, j'ai du mal vraiment à rester assis. La coolitude, c'est « Hey, t'aimes faire du vélo? Viens rouler, tu seras payé. » Voilà. Pas beaucoup, hein, mais tu seras payé. Voilà. Bientôt, ça sera « Hey, t'aimes faire du vélo? Viens t'entraîner avec nous. » On va vers ça. Hein. Donc voilà. On est beaucoup mieux debout, t'aurais dû essayer vraiment. Et donc, voilà, moi j'étais hyper fier. On envoyait des mails à tous les coursiers. On était 3000, j'étais le meilleur coursier sur 3000, il y avait des mails. Waouh, le top 13 de légende, j'étais le premier. Waouh, ce mec a fait le maillot à pois. Ouais, on gagnait des maillots à pois. Moi je me sentais, j'avais grimpé le Mont Blanc, quoi. Donc le maillot à pois, ben, je l'avais tous les 2 mois, parce que c'était tous les 2 mois. Celui qui avait fait le plus grand nombre de kilomètres, donc j'étais à plus de 2500 kilomètres tous les 2 mois. Hein. Et j'avais le maillot à pois. Puis à un moment, ils ont arrêté parce que je crois qu'il y a un de leurs avocats qui a dit « Ouh là là, attention, là, il y a peut-être moyen de dire que c'est un employé modèle. Donc si c'est l'employé du mois, ça veut dire qu'il est employé. Donc ça veut dire que c'est plus un prestataire. Donc ça veut dire qu'on est des employeurs. Donc ça veut dire que ça va pas. » Voilà. Nous ne sommes pas des employeurs, nous sommes une entreprise de marketing qui fait de la publicité pour les restaurants. Bienvenue Deliveroo. Uber Eats sont beaucoup plus discrets de leur côté. Moi, je vous parle de Deliveroo, mais c'est un peu la même situation. Et puis un jour, ils ont décidé, ils ont dit « Ah, bon, bah maintenant, on est bien implanté là avec nos bons gros coursiers. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va changer un peu les données. » Donc, on rompt la convention de salariat et on commence à payer les livreurs à la tâche. Alors, il y a une transition hein, pour les faire venir. C'est ça, c'est là que c'est vraiment insidieux, c'est que pour les faire venir à travailler à la tâche, ils arrivent à les faire venir d'eux-mêmes à travailler à la tâche. C'est-à-dire, ils prennent un livreur, ils disent « Ah, toi, tu veux travailler ? Bah, tu vas travailler comme indépendant à la tâche. » Le mec, il dit « Ouais, ok, mais ça va me rapporter quoi ? Tu vas te faire 23 € brut de l'heure, alors moins 20% parce que tu es indépendant, tu vas gagner 19 € net de l'heure.
Ah ouais, t'es sûr et tout? Ouais, ouais. Mais il maîtrise pas l'algorithme et l'algorithme ne maîtrise rien. Le mec, hein, je vous assure. Moi, je roulais quand même bourrin. Hein. Le gars, il prend, donc en indépendant à la tâche, il avait son sac sur l'épaule comme ça. Le mec, il faisait 475 commandes toutes les 2 semaines. Quand moi, j'en faisais 400 maxi par mois. Et les commandes moins d'1 kilomètre. Donc évidemment, le gars, indépendant à la tâche, auprès de ses potes, il fait « Putain, je suis hyper bien payé, en plus j'ai que des commandes courtes. » On va comme ça, au fur et à mesure, amener les gens à dire « Ah ouais, mais moi j'ai plus envie d'être salarié. J'ai envie d'être indépendant à la tâche parce que je gagnerai plus. » Oui, t'as raison, tu vas gagner beaucoup plus. Voilà. Sauf que bon, ça a pas tant bien marché que ça parce que nous, on a voulu rester salariés. Et on est resté salarié jusqu'à temps qu'ils changent la convention et qu'ils nous obligent à devenir indépendants. C'est là que c'est intéressant aussi d'être salarié parce que je serais pas là pour vous parler si j'avais pas eu le statut salarié. Tout simplement parce que j'aurais pas pu avoir le chômage. Et si j'avais pas eu le chômage, ça veut dire que j'aurais pas eu de revenus au moment où ils arrêtent. Et donc, j'aurais suivi leur modèle en disant bon bah ok, je vais passer en tant qu'indépendant puisque je n'ai plus de revenus. C'est un cercle vicieux. En fait, on nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Donc pour eux, c'est vrai que l'intérêt, c'est surtout pas qu'ils soient salariés, que si en plus ils se plaignent, ils puissent pas toucher le chômage. C'est là qu'on arrive au problème de comment on fédère à partir du moment où moi c'est arrivé à un de mes collègues, moi ils ont pas osé parce que j'étais le meilleur livreur. Donc s'ils me déconnectaient, en plus j'avais accès aux médias, s'ils me déconnectaient, bah d'un seul coup, ça aurait fait encore plus un scandale. Mais j'ai un pote qui était avec moi là, voilà, bras levés et tout. Bah lui il s'est fait déconnecter du jour au lendemain. Et voilà, c'est réglé. Voilà comment on sort les gens. Déconnecter, c'est être viré du jour au lendemain. Ça, c'est pour les gens qui sont pas des sans-papiers. Les sans-papiers, vous imaginez bien qu'ils vont certainement pas se montrer. Je m'éparpille un peu, mais on parle aussi beaucoup de Deliveroo, Uber Eats, et on parle très peu de leur rentabilité. Faut savoir que ces sociétés, hein, je vais pas vous l'apprendre, je pense pour la plupart, vu que vous prenez pas, mais vous devez savoir être bien renseigné, la rentabilité, elle est pas là. Il n'y a pas de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils sont déficitaires. Alors là, on peut clairement se poser la question de c'est quoi le projet économique? Parce que ça marche que par des levées de fonds. On a 2 solutions. Hein. C'est soit des escrocs qui savent ce qu'ils font et puis qui attendent que la bulle éclate et tant pis pour le reste. Soit le projet il n'est pas économique. Le projet il est politique. Là on parlera après avec les Uberfeist, hein, entre autres, et tout. Donc si le projet n'est pas économique, le projet il est sans doute politique. Qui sont derrière ces levées de fonds? Bon, il y a quand même des lobbies sur le travail, voilà. Donc c'est quoi le but politique? Il est très clairement de casser le droit du travail. Enfin, à mon sens, hein. Moi je suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais j'ai quand même l'impression que on s'oriente vers ça. Donc moi j'ai été attaqué en justice par Deliveroo. Voilà, je vous avais dit hein, que je passais un peu du coq à l'âne. Pourquoi j'ai été attaqué en justice? Parce qu'en fait j'ai demandé à un organisme public gratuit qui s'appelle la CRT en Belgique, la Commission de Relations au Travail. Je suis arrivé avec mes petits papiers en disant ils veulent me faire passer indépendant, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est un collège d'experts du travail hein, qui viennent de tous bords. Ce collège d'experts du travail, c'était le premier en Belgique à le dire, et quasiment en Europe, c'était en 2018, a dit que c'était du salariat. Et ils se sont basés sur plein d'éléments, et il y a un élément qui est ressorti, entre autres, c'est l'algorithme et la géolocalisation. Donc il y a 2 éléments. L'algorithme, en fait, c'est un patron qui donne des ordres. Donc il y a un lien de subordination. Et la géolocalisation, ça permet d'exercer un contrôle sur le travailleur. Donc il y a 2 points qui sont l'algorithme et la géolocalisation qui prouvent déjà cette subordination. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, et j'insiste, commission gratuite, ouverte aux citoyens. Donc moi je fais vraiment mon boulot de citoyen. Cette décision, elle n'est pas, comment on dit, elle n'est pas obligatoire, elle n'oblige pas Deliveroo
à salarier l'ensemble de ses coursiers. Elle s'adresse qu'à moi, et c'est-à-dire qu'elle est contraignante pour moi, mais pas pour Deliveroo. C'est-à-dire que si je dois travailler pour Deliveroo, ils doivent me salarier. Vous imaginez bien que Deliveroo m'a pas accueilli les bras ouverts en me disant bah oui, si la CRT l'a dit, bah tu vas continuer à travailler, puis on va te salarier. Non, non, on va pas te salarier dehors, voilà. Et donc bah ils m'ont attaqué en justice. Pour contester la décision, en fait, pour contester la décision, il leur suffisait d'attaquer en justice l'État. Et moi, ils pouvaient me mettre en témoin assisté, voire me laisser de côté en disant. Donc non. Évidemment, un peu grande gueule comme ça, ils se sont dit, bah, le gars au billard, là, on va le mettre dedans. Donc je me suis retrouvé en procès, qui a commencé en 2018, qui s'est terminé en 2021. Et c'est là qu'il y a un autre fait, c'est que bah, le temps de la justice, il est long. Bah, il faut que justice se fasse. Et ces sociétés, elles profitent de ce temps de justice très très long. Elles en profitent comment ? Bah, en créant le fait accompli. Ça a été beaucoup le cas en Belgique, c'est-à-dire dire ah ben non, ben on fait des procès, donc voilà, ça met 3-4 ans. Et quand on arrive à la fin du procès, ils disent ah ben oui, mais on a déjà changé de système. On est passé à autre chose. Et donc il y a à nouveau un procès qui prend 4-5 ans. Et puis dans 10 ans, ben ils sont encore passés à autre chose. Il suffit de modifier là ou là une phrase ou une autre, et ils ont déjà changé le système. Et donc dans ce cas-là, ben on se retrouve continuellement à courir après eux. Là, on parlera après sur la directive européenne, mais c'est aussi dans ce sens-là que va la directive européenne, pour éviter que ce soit continuellement les coursiers qui soient obligés de porter plainte, et que ce soit à eux de prouver qu'effectivement ils travaillent avec des indépendants, et ils vont avoir du mal à prouver qu'ils travaillent avec des indépendants, hein, parce que pour rappel, on choisit pas nos clients, on choisit pas nos tarifs, et puis bon, il y a un ensemble de choses qu'on choisit pas. On choisit pas notre temps de travail. Oui, la liberté de travail, la liberté de travailler. Vous avez la liberté de travailler. Cette liberté, elle est complètement illusoire. Mais c'est très fort aussi parce que la communication, c'est ça qui fonctionne. Allez voir un coursier et dites-lui ah ouais, mais t'es pas libre de travailler. Nous, ça arrive souvent hein, dans le collectif. Mais non, t'es pas libre. Si, je peux travailler quand je veux. Ok. Et tu travailles quand ? Bah, le week-end. Ouais. Et t'as décidé de travailler le week-end ? Tu préférerais pas travailler en semaine ? Ah si, je préférerais. Mais alors pourquoi tu travailles le week-end ? Bah parce que les commandes, elles sont le week-end. Bah donc t'es pas libre ? Ah ouais, effectivement, je suis pas libre. Voilà. Voilà quand on arrive avec les coursiers aussi à dire bah non, en fait, t'es pas libre. La flexibilité, elle ne va que dans le sens de Deliveroo, elle va jamais dans le sens des travailleurs. Il nous parle de flexibilité continuelle, mais au final, le travailleur, il a aucune flexibilité, si ce n'est d'accepter la commande et puis la suivante. On parlait justement, effectivement, ils ont la capacité, ils peuvent refuser une commande. Moi, j'en sais rien s'ils peuvent refuser une commande. Nous, à l'époque, quand on refusait une commande, on nous a dit oui, vous pouvez refuser. Au bout de 2 commandes refusées, on était déconnectés, il fallait se reconnecter. Ok ? Et après, il y a quand même des statistiques qui sont faites. Je prends un exemple. J'étais meilleur coursier. Bah, systématiquement, je me prenais la commande d'entrée qui allait aussi de la place Fernand Coq, vous allez pas voir, vous connaissez pas Bruxelles, hein, jusqu'au cimetière d'Ixelles, qui était la commande la plus longue. Sauf que moi, j'avais le meilleur ranking. Donc c'était normal. Et après, on me disait, mais non, mais l'algorithme, il choisit pas. On était toujours 10 au centre, c'était toujours moi qui l'avais. Et si c'était pas moi, parce que j'étais pas là, c'était toujours le meilleur coursier qui l'avait après. Donc il y a des rankings qui sont faits. Donc quand on refuse une commande, bah ça reste dans l'algorithme. Tiens, celui-là, il a refusé 3 commandes. On va pas lui envoyer une commande tout de suite parce qu'il risque de la refuser. Voilà. Donc là, on est sur des problématiques. Et puis alors, c'est marrant quand on leur demande de nous ouvrir l'algorithme, ils disent non, mais on a regardé, vous y comprendrez rien. Ouais, on s'en fout, on a des experts pour le faire. Oui, mais ils y comprendront rien non plus. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Ils vont jamais ouvrir Je suis un peu long, non, ça va ? Il me reste quoi, 5 minutes ? Bon, bah, on va conclure rapidement. Très rapidement.
Rentabilité, flexibilité, liberté, comment ça se développe? Alors maintenant, c'est plus des gars comme moi. Effectivement, on en revient, c'est beaucoup de primo-migrants, des sans-papiers chez Deliveroo. Et j'ai cette question qui vient souvent, qui me dit « Ouais, mais ils fournissent du boulot aux sans-papiers. » Alors, il y a déjà un biais dans cette question. Fournissent du boulot aux sans-papiers. Ouais, le Qatar aussi, hein. Voilà, si on accepte et si on défend que ce sont des filets sociaux, pardon, je viens de Belgique, c'est le français, c'est un peu, des filets sociaux, comme veut le faire croire Emmanuel Macron, et je vais peut-être finir sur cette conclusion, si on fait croire que ce sont des filets sociaux, comme il l'a dit après les Uber Files en disant, si c'était à refaire, je le referais, parce que ça a donné de l'emploi à nos jeunes de banlieue. Et c'est important. Donc demain, j'ai rien contre le Qatar. Les Qataris vont arriver et vont dire, moi, je vais donner du boulot aux jeunes de banlieue. Je vais mal les payer. Puis en plus, ça va régler un problème. On va en tuer 6000. Voilà. Est-ce qu'on doit accepter ça? Si c'était à refaire, je le referais. Monsieur Macron, vous avez fait une erreur. Mais là, c'est plus une erreur, c'est une faute. Et cette faute, on peut pas l'accepter. Il faut vraiment communiquer là-dessus parce que, effectivement, moi je suis désolé pour les sans-papiers parce que ils touchent de l'argent. La seule solution, et ça, c'est pour finir là-dessus, qui n'a pas forcément à voir avec l'économie de plateforme. Et en fait, si, ça serait la régularisation massive des sans-papiers. Et la régularisation, merci, je m'attendais pas. La régularisation massive des sans-papiers, j'ai travaillé avec, je suis intervenu. Il y a une étude qui a été faite en Belgique sur les sans-papiers et sur leur régularisation massive. Pour l'État belge, la régularisation massive des sans-papiers, c'est un bénéfice net de 61 millions d'euros. Donc même économiquement, c'est viable. Alors, merde. Bravo. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci beaucoup Jean-Bernard pour ton témoignage et pour toutes ces explications. Je vais désormais laisser la parole à Leïla Chebbi. Leïla, tu es en charge des négociations sur la directive sur le droit des travailleurs des plateformes pour ton groupe au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton combat au Parlement européen ? Bonjour à tous et à toutes et merci à Arthur et à Jean-Bernard pour vos deux interventions qui étaient très complémentaires. Donc puisque cette conférence a pour terme comment lutter contre le capitalisme de plateforme, comme tu l'as dit Arthur, on parle d'un type de plateforme qui sont les plateformes de mise en relation, les plateformes de travail. Mais on peut dire quand même que un point commun qu'il y a à ces plateformes, mais au-delà même des plateformes d'ubérisation, c'est que à chaque fois on se présente comme des plateformes qui vont mettre en relation A et B, qui vont aider A et en fait qui à terme détruisent A. Comme vient de le dire Jean-Bernard, donc on voit comment il nous donnait un exemple sur le fait que Deliveroo qui dit je vais aider les restaurants, en fait là donc fait fermer des restaurants parce que une plateforme, non c'était Take It Easy, parce que ils partent du jour au lendemain en leur devant des millions. Et ces plateformes, vous vous rappelez pendant le confinement, on les entendait beaucoup dire non mais heureusement qu'on est là parce que les restos sont fermés, donc ça permet aux restos de continuer d'avoir un chiffre d'affaires et puis ça permet aux gens qui sont chez eux confinés de pas crever de faim quand ils savent pas cuisiner parce qu'on peut leur livrer des pizzas ou des sushis. On les entendait dire ça. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que leur principale activité, comme ça a été dit, c'est pas tant la livraison de repas, c'est l'accumulation de données. Et qu'aujourd'hui, on est rentré dans une phase pour ces plateformes de livraison de repas où elles ont accumulé tellement de données qu'elles sont en capacité de remplacer les restos. Vous avez peut-être vu dans vos villes le développement des dark kitchens. Ce sont donc c'est quelque chose là, les investisseurs. Quand vous allez sur les sites spécialisés de la restauration, des professionnels de la restauration, il y a un engouement de la part des investisseurs à investir donc maintenant dans des dark kitchens. Il y en a partout dans différentes villes. Ça pourrit la vie des habitants. De quoi s'agit-il ? Je suis Deliveroo, je suis une plateforme ou je suis dans une ville. Je sais que dans tel quartier de Paris,
ça va manger des burgers, mais pas trop de sushis. Dans ce quartier-là, ils aiment pas trop les sushis, mais ils adorent les burgers. Pas n'importe quel type de burger. Les burgers au fromage de chèvre. Et au bout d'un moment, pourquoi au début je fais l'intermédiaire entre le resto qui vend des burgers au fromage de chèvre et le client? Au bout d'un moment, j'ai accumulé suffisamment de données pour faire de la concurrence déloyale au resto et donc monter mes entrepôts. Donc il y a ces entrepôts, c'est Dark Kitchen, où à l'intérieur vous avez différentes chaînes, un peu comme un McDo, enfin des chaînes, c'est des cuisines-usines en quelque sorte, où on va fabriquer les burgers aux chèvres, on va fabriquer aussi les salades César, on va fabriquer tout un tas de choses, où quand vous commandez sur Deliveroo, vous avez l'impression que c'est plusieurs restos différents, avec chacun son identité visuelle différente, et en fait, il s'avère que c'est cuisiner tout ça dans le même endroit, par des équipiers polyvalents qui ont des marques qui n'ont pas à payer la salle, qui n'ont pas à payer des serveurs, donc qui ont moins d'argent à dépenser qu'un resto pour faire la même chose, et donc ça fait directement concurrence au restaurant. Et la plateforme qui au départ se présentait comme quelque chose qui allait aider le resto, en fait elle détruit les restaurants. Pour Uber c'est pareil, hein, la plateforme donc de chauffeurs VTC, de transport de personnes. L'objectif d'Uber, c'est pas tant de proposer un service, à terme, de se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, c'est pas via les courses, mais ils vont se faire de l'argent en accumulant des données qui leur permet à terme de remplacer les chauffeurs par des véhicules autonomes. Le projet d'Uber, c'est la voiture autonome, où vous savez que au-delà de Google Maps, à tel endroit, vous avez toujours un ralentissement parce qu'il y a un stationnement, parce qu'il y a, un magasin où à chaque fois il y a une livraison et donc c'est ralenti. Quand vous accumulez suffisamment de données des chauffeurs, vous savez que ça ralentit, ce qui vous permet de développer un véhicule autonome. Ils avaient pour objectif de le faire pour les Jeux Olympiques à Paris. Finalement, ils ont eu un peu dû revoir leurs prévisions. Mais c'est la même chose. On pourrait voir. Donc, si on va au-delà de l'ubérisation, c'est souvent quelque chose qui touche les plateformes. C'est Amazon ou Airbnb. Pour prendre ces deux exemples. Amazon vous dit, on les a pareil entendus beaucoup pendant les confinements, pendant le Covid. On va aider les commerçants qui sont fermés à continuer d'avoir un chiffre d'affaires. En fait, grâce à notre marketplace, la marque Amazon vend des produits qui viennent, qui sont proposés par eux avec la marque Amazon, mais c'est aussi une marketplace, donc une place de marché où vous êtes un commerçant, vous pouvez vendre vos produits par l'intermédiaire du site internet, en fait, de la plateforme Amazon. Quand je suis un vendeur de liquide vaisselle, j'utilise la plateforme Amazon pour vendre mes liquides vaisselle. J'ai du liquide vaisselle à la fraise et du liquide vaisselle au citron. Amazon qui héberge sur sa marketplace le vendeur et qui est concurrent aussi potentiellement du vendeur, c'est que les liquides vaisselle à la fraise, personne les achète. Tandis que le liquide vaisselle au citron, plein de gens les achètent parce qu'ils ont les données, ils ont les chiffres des commandes. Tiens, pourquoi je ferais juste l'intermédiaire pour le vendeur de liquide vaisselle? Je vais moi-même vendre directement, me fournir auprès du fournisseur du vendeur de liquide vaisselle ou ailleurs, en tout cas à plus bas prix, du liquide vaisselle uniquement au citron et puis le mettre en page d'accueil de mon site comme je suis et donc faire de la concurrence à celui qui prétendait aider. Pour Airbnb, c'est la même chose. Vous voyez ces villes entières qui en fait sont colonisées par Airbnb par la location de courte durée. C'était censé à la base permettre de mettre du beurre dans les épinards pour des gens des habitants en louant leur logement quelques jours par mois comme ça. Et en fait, vous avez des logements entiers qui sont retirés du marché de la location de longue durée pour en fait servir à la location de courte durée, ce qui a pour conséquence d'augmenter les prix parce qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Ça augmente les prix des loyers avec les dommages collatéraux, plus de boulangeries, plus d'écoles, etc. Comme il n'y a pas d'habitants. Et du coup, au final, c'était censé aider les habitants, ça a supprimé des habitants en créant des villes-musées. Voilà pour donc l'aparté. Donc maintenant, la question qui nous occupe là, donc c'est celle du capitalisme des plateformes de mise en relation, des plateformes de travail. Et donc moi, je travaille là-dessus depuis que je suis élue au Parlement européen depuis 2019. Quand je suis arrivée au Parlement européen, donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce la feuille de route des 5 ans à venir. Parce que le Parlement européen, donc, n'a pas le droit directement, on peut pas directement écrire les lois. On est le seul Parlement du monde qui n'a pas le droit d'initiative législative. Et donc, quand on veut obtenir quelque chose, comme ça a été le cas pour la bataille pour la directive pour les travailleurs des plateformes,
On peut pas juste écrire un truc. Il faut faire pression d'abord sur la Commission européenne pour que la proposition qu'elle va faire, qu'on va ensuite nous amender au Parlement européen, mais déjà pour que le premier jet corresponde à une proposition de directive, ce qu'on voulait. Et nous, notre objectif, c'était une proposition de directive qui oblige les plateformes à assumer leurs responsabilités d'employeur. Ursula von der Leyen, quand elle annonce ça en 2019, les plateformes, les lobbies d'Uber se frottent les mains parce qu'ils se disent chouette. Quand l'Union européenne propose quelque chose, généralement c'est pas pour les droits des travailleurs, c'est plutôt du côté des lobbies. Donc on est suffisamment embêté par tout ce qu'a décrit Arthur, tous les gens qui se disent je comprends pas, j'avais signé pour être indépendant. En fait, je suis pas indépendant avec tout ce qu'a décrit Jean-Bernard, donc j'ai mon algorithme qui décide de tout. Y a arnaque là, alors que j'étais censé être indépendant. Donc je vais voir le juge regarde la relation de travail. 3 fois sur 4, le juge disait il faut requalifier la relation qui unit le travailleur à la plateforme en contrat de travail, et donc les plateformes doivent passer à la caisse. Ils étaient bien embêtés par tout ça, ils se disent tiens, ça, donc ce qu'on fait c'est illégal d'avoir des indépendants alors qu'on devrait avoir des salariés, on nous oblige à avoir des salariés, on va légaliser tout ça grâce à l'Union européenne. Un bras de fer a été mené, je vais pas refaire la conférence qu'on a fait ce matin qu'il y a eu une conférence sur les Uber Files, mais vous dire que ce bras de fer, on l'a mené contre les lobbies et contre Macron. Quand il y a eu les révélations des Uber Files au mois de juillet, c'est quelque chose que je constate moi au Parlement européen depuis 3 ans, que Macron est le principal défenseur des intérêts d'Uber. Vous avez des lobbies que j'ai rencontrés à plusieurs reprises qui sont fous amoureux d'Emmanuel Macron, qui présentent Emmanuel Macron comme le modèle. Tout au long de cette bataille pendant 2 ans, je vais vous la faire courte sur cet aspect-là parce qu'il y a eu une conférence ce matin et puis que c'est pas forcément l'objet essentiel de cette conférence. Mais en tout cas, dans le travail parlementaire, la France, le gouvernement Macron a pesé de tout son poids fur et à mesure dans les différentes étapes pour empêcher la présomption de salariat des travailleurs des plateformes et pour défendre les intérêts d'Uber. C'est des choses qu'on a vues, entendues, on a des preuves, mais donc on a réussi à gagner, à arracher une victoire, qui est que en décembre dernier, la Commission européenne a fait une proposition. La bataille n'est pas terminée, mais il y a eu une proposition donc de directive pour qui dit que les travailleurs des plateformes doivent être partout présumés salariés, c'est-à-dire que c'est plus à eux d'aller voir le juge pour prouver qu'ils sont salariés, c'est à la plateforme de prouver qu'ils sont pas. Et puis sinon, ils ont droit au même droit, à la même protection sociale que tous les travailleurs salariés. Et vous dire que ça, on l'a obtenu. L'élément principal, en plus du travail, de la bataille parlementaire face au lobby, etc., ça a été, je pense, l'irruption des luttes et comment on a réussi à permettre l'irruption des luttes, l'irruption de la parole des travailleurs, de leurs intérêts, de leurs revendications sur la scène bruxelloise alors qu'on les attendait pas. Comme l'a dit Arthur tout à l'heure, c'est très compliqué de se mobiliser quand on est travailleur de plateforme. C'est encore plus compliqué que quand on est un salarié normal. On n'est pas considéré comme salarié, donc on n'a pas les droits qui vont avec. On travaille chacun sur son véhicule. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font que déjà c'est compliqué de se mobiliser dans son pays. Quand on arrive à Bruxelles, on se rend compte que là-bas, même les travailleurs qui sont des travailleurs salariés, les citoyens, de toute façon, voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qui se passe à Bruxelles. Et ça, les lobbies l'ont compris. Eux, ils sont comme à la maison, par contre. Eux, ils ont un tapis rouge qui est déroulé. Ils comprennent tout. Ils ont l'habitude d'écrire la loi carrément directement. Et si on a réussi à arracher cette victoire sur les plateformes, alors qu'à la base, ils partaient gagnants. Ils partaient gagnants pour imposer la création d'un tiers statut, c'est-à-dire un statut qui aurait eu l'avantage pour le travailleur, la plateforme, pour un employeur d'avoir la possibilité d'avoir les avantages du statut de salarié, les avantages du statut d'indépendant. Vous avez des gens sous vos ordres, sous votre subordination, que vous contrôlez, sanctionnez, dirigez, sans avoir à assumer la contrepartie du lien de subordination, sans avoir à assumer le droit du travail. C'est là, Macron, il s'est dit, oulala, il y a un truc intéressant là, parce que si on le fait pour la livraison de sushis et de pizza, les rigidités du droit du travail, ciao, c'est un moyen de faire un cheval de Troie pour casser tout le salariat. Si on le légalise aujourd'hui pour les sushis, pour les Uber,
demain je vais le diffuser à toute l'économie. C'est bien pour ça qu'il est intéressé, qu'il défend le modèle Uber. Et pour le travailleur, donc les inconvénients des deux statuts. Et donc à la base, on était vraiment dans une position où elles se pensaient vraiment gagnantes là-dessus. Petit à petit, elles se sont mises à être sur la défensive en se disant tout faire pour plutôt empêcher la présomption de salariat. Et si on a réussi à le faire, c'est que face au lobby institutionnel officiel, on avait des travailleurs qui un peu partout s'organisaient, chacun parlait des langues différentes, mais quand on allait les voir dans les différents pays, on se rendait compte qu'en fait chacun racontait la même chose. Et bien quand on les met tout d'un coup en synergie, quand on en fait une force qui existe, qui pèse, quand on rassemble une centaine de travailleurs, des livreurs, des chauffeurs VTC, des taxis victimes de l'ubérisation, d'autres professions ubérisées, ils se confrontent à la Commission européenne, au Parlement européen, chacun parlant de sa langue différente, mais avec les outils d'interprétation, de traduction. On crée un lobby qui a été en capacité de faire basculer le rapport de force et d'arracher cette victoire qui a donc été cette proposition de directive. Et je pense que c'est un autre moyen. Je parle de ça parce que la question est comment lutter contre le capitalisme de plateforme. Je crois que donc il y a la bataille évidemment dans la rue, il y a la bataille institutionnelle parlementaire, et je crois que souvent on divise les deux. Et là, on est dans un exemple où moi, en tant que parlementaire, en fait, les mobilisations m'aident dans mon travail de parlementaire plus que si moi je vais déposer un amendement ou dire j'ai discuté avec tel ou tel travailleur. Et c'est vraiment en utilisant ce rôle de parlementaire pour faire rentrer, permettre l'éruption de ce nouveau type de lobby qu'on a gagné une bataille politique institutionnelle. Et c'est aussi comment les deux peuvent travailler de concert et en synergie. C'est une méthode qui permet d'obtenir des victoires. Je suis en train de me dire qu'il est 41, je pourrais continuer faire plus long, mais je propose en fait qu'on prenne justement des interventions, des questions, et comme ça après on revient dans le débat. Qui fait tourner ? Pour les interventions, on va alterner femmes-hommes. Je te donne le micro. Merci de me donner la parole. Voilà, donc quand on parle de travail dissimulé, là, tu as gagné donc au tribunal. Travail dissimulé, c'est bien le travail au black. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il légalise le travail au black ? Et après, ma deuxième question, la question des locations de comptes. Voilà, parce que justement, j'avais une discussion avec quelqu'un qui travaille chez Deliveroo, qui disait ouais, mais en empêchant ce genre de travail, on n'aura plus de travail aux sans-papiers. J'ai dit mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Et elle me dit bah oui, parce que moi, ça m'arrive de louer mon compte à des sans-papiers. Tous les jours, on a un groupe WhatsApp et tous les jours, il y a des gens qui demandent une location de compte. Ah, mais en fait, tu es en train de sous-louer ton boulot. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Voilà. Déjà, on a un problème quand c'est son propre compte qu'on a un accident, on n'a rien, mais quand on loue le compte à quelqu'un d'autre. Voilà. Non, mais... Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi ces plateformes ne sont pas rentables, au fait. Alors qu'il y a beaucoup d'exploitation, je n'ai pas le sentiment qu'ils investissent dans les outils. Enfin, je ne comprends pas les mécanismes, ça me dépasse, si vous pouvez me l'expliquer. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Du coup, je voulais juste savoir, en fait, par rapport à la législation européenne, j'ai du mal à discerner, en fait, par rapport à la législation nationale, en fait. En termes de droit du travail, même si on est en train de nous le détricoter, ça me paraît tellement facile à prouver dans le cadre de notre code du travail, même s'il est malmené, le lien de subordination et tout. Ma question, c'est est-ce que si ça avait été une plateforme, disons, qui est uniquement utilisée sur le territoire national français, est-ce que le combat aurait été plus facile à mener ? Ou est-ce que c'est le fait que ce soit des employeurs comme ça internationaux, qui ont des salariés partout, qui font la difficulté ? Ou c'est juste l'ambiguïté de statut, ou un peu des deux, en fait ?
Ça, c'est ma première question. Et je profite d'avoir notre députée européenne présente. Est-ce que tu peux juste nous préciser rapidement en termes de législation? Tu disais qu'on est le seul Parlement à pas pouvoir proposer de loi directement. Juste préciser un petit peu l'articulation et ce qui est votre marge de manœuvre, parce que des fois, on a un peu de mal à voir ça. Ouais. Merci. Bonjour, moi je voulais juste comprendre par rapport au cas, par exemple, de concurrence déloyale faite par une plateforme envers les personnes à qui elle a donné la possibilité de l'utiliser. Quelle est la réponse qu'on a réussi à donner? Est-ce qu'on a réussi à donner une solution à ce problème, ou bien c'est simplement par rapport aux travailleurs qu'on a obtenu une solution? Vous comprenez pas? Vous nous avez expliqué qu'il y avait une concurrence déloyale faite par les plateformes, et j'ai pas compris en quoi on avait répondu à ce problème. Merci. On prend une dernière bonjour. question, Moi, on va commencer à répondre. J'ai une petite question, principalement elle est là, pour savoir si... Enfin, en fait, on sait que ces plateformes, c'est principalement des investissements énormes et massifs sur les premières années, qui viennent de fonds d'investissement, dont la structure est assez opaque et dont l'identité est pas toujours claire, en tout cas au moment où ils font les investissements. Typiquement, dans Uber, il y a le fonds souverain saoudien et il y a aussi une banque japonaise énorme, enfin, c'est les deux principaux investisseurs et les deux derniers. Ils se font bail-out par ces fonds. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une législation qui attaque directement les fonds? Parce que finalement, c'est du capitalisme financier. Le capitalisme de plateforme est un capitalisme très financier puisqu'il est lié au modèle des startups. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attaquer directement sur la question des fonds et sur réguler les fonds et réguler, les obliger à certaines, on va dire, prises de garantie vis-à-vis des externalités qu'ils créent avec leurs activités? On arrête là sur les... Je vais peut-être répondre sur la légalisation. Sur la légalisation du travail au noir. En Belgique, ils ont fait une loi qui légalise le travail au noir, qui s'appelle la loi De Croo. La loi De Croo, en fait, pour ceux qui connaissent la Belgique, elle porte le nom de notre Premier ministre actuel. C'est vous dire à quel point on est rendu, en fait, dans ce lobbying, c'est-à-dire que c'est une loi qui permet de défiscaliser l'intégralité de ces revenus à hauteur de 6 500 €, mais où il n'y a pas de statut. C'est-à-dire, la personne qui utilise la loi De Croo, elle est ni salariée ni indépendante. Elle n'a pas de statut, aucun. Donc là, on a, dans un pays propre à l'Europe, la légalisation du travail au noir. Et rapidement, le travail au noir, en fait, on vient de passer quand même une pandémie assez dure, c'est pas fini. Le problème, c'est que toutes les cotisations patronales et toutes les cotisations employées, elles sont pas versées. Donc on peut, Monsieur Macron, Monsieur De Croo peuvent nous parler de solidarité nationale, mais si on empêche, si on permet aux entreprises de pas payer leurs cotisations patronales, il n'y a plus de solidarité nationale. Et sur les comptes, c'est intéressant parce que en fait, en Belgique, le compte là à peu près, il se monnaie entre 700 et 1000 €. L'achat du compte. Voilà, il n'y a pas que des bienveillants, je mets des guillemets à bienveillants, qui louent leur compte pour rien. C'est-à-dire que ça se monnaie entre 700 et 1000 € et où 30% ou 30 à 50% de ce qu'ils gagnent. Donc là, en fait, cette question mais ça nourrit les sans-papiers, non, ça nourrit pas les sans-papiers. Il ne faut pas du tout hésiter quand on vous dit ça, de dire mais c'est exactement ce que fait le Qatar pour la Coupe du Monde. C'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas inverser la question. C'est pas ils nourrissent les sans-papiers, c'est ils profitent des sans-papiers. Et donc il ne faut pas hésiter vraiment à faire ces comparaisons. Je vais passer le micro à... Peut-être juste apporter un élément de réponse sur cette question de pourquoi c'est pas rentable. Simplement parce qu'en fait personne n'est prêt à payer le vrai coût que ça a en fait de faire livrer un repas. C'est-à-dire que en fait le client final
il va payer 2 ou 3 euros sur la commande. Et donc, en fait, sa commande, elle est subventionnée par les investisseurs d'une certaine façon. C'est-à-dire que ces entreprises, elles se financent en levant des fonds sur des marchés, comme le disait tout à l'heure, qui, elles, soit il y a un projet politique, soit elles espèrent qu'à terme, il y aura un monopole. C'est-à-dire que tous les concurrents se casseraient la gueule, il ne resterait qu'une seule boîte qui pourrait alors augmenter les tarifs auprès de la clientèle, etc. Le problème, c'est que l'entrée sur ce marché, elle est très facile. C'est-à-dire que n'importe quel petit capitaliste avec son application et quelques petites dizaines de milliers d'euros, il peut lancer un business, prendre 20 ou 30 gars comme indépendants, et c'est parti, il y a un concurrent qui est né. Donc les frais d'investissement par rapport à créer une entreprise dans un certain nombre de secteurs industriels, etc., ils sont assez faibles. Et donc, ça fait que le monopole qui permettrait à une entreprise d'augmenter les tarifs et de devenir rentable, il est très difficile à créer. Bon, et à partir de là, la question, c'est qui paye ? Le restaurateur, il a déjà des marges qui sont rognées par la plateforme, elles ne peuvent pas aller plus loin. Elles ont rogné énormément sur les livreurs. Déjà, les tarifications ont baissé, etc. On est de l'ordre de 2 ou 3 euros la commande. Bon, on peut encore aller plus loin, mais les marges sont assez réduites. Et on ne peut pas trop s'attaquer aux consommateurs puisqu'il y a des concurrents qui vont faire des tarifs moins chers et donc on perdrait le marché. Donc voilà, tout ça, ça explique en fait que c'est pas rentable parce que y a personne qui est prêt à payer qui est prêt à payer 7 euros pour se faire livrer un burger qui vaut 10 euros. Et les coopératives, par exemple, qui arrivent à être rentables sur ce marché-là, elles livrent autre chose. Elles livrent, par exemple, des colis ou pour certaines qui font des repas, elles livrent des repas d'un peu plus haut standing. Et ça fait que là, d'un coup, les gens qui reçoivent des colis qui valent 100 euros, 50 euros, etc., peut-être qu'ils sont un peu plus prêts à payer 7 euros pour se les faire livrer et donc ça devient rentable. Voilà. Peut-être il marchait l'autre micro, non ? Bon, je vais compléter. Merci pour toutes vos questions. Je vais compléter à celles qui n'ont pas été répondues. Je vais continuer les réponses pour compléter. Pour compléter les réponses qui ont été faites sur les autres questions. Oui, là, sur travail dissimulé, travail au black, on n'a pas répondu, je crois. Ah oui, non, mais parce qu'en fait, ah oui, d'accord, oui, donc c'était une autre réponse, oui, c'est ça que je vais donner. C'est qu'en fait, il y a pour le travail dissimulé, mais je crois qu'on a une inspectrice du travail dans la salle. Ouais, je vais prendre celui-là, il marche mieux, non ? Ouais. Sur le travail dissimulé, on a une inspectrice du travail dans la salle, donc je parle sous son contrôle. Mais en fait, quand il y a une utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant, ça rentre aussi dans le cadre du travail dissimulé, hein, c'est ça, parce que ce sont des cotisations sociales, c'est un manque à gagner en termes de cotisations sociales dans les caisses de l'État. C'est pour ça quand Deliveroo a été condamné là parce qu'ils avaient pas, c'était pour travail dissimulé justement, ils employaient pas des gens au black, c'est pas parce qu'ils employaient des gens au black, mais c'est parce qu'ils utilisaient de façon frauduleuse le statut de travailleur indépendant, ils exerçaient un lien de subordination sur des gens alors qu'ils avaient un contrat d'indépendant, alors qu'ils auraient dû avoir un contrat salarié, parce que quand t'exerces, ce qui fait que t'es pas un esclave, c'est que quand t'exerces sous un lien de subordination, tu dois avoir un contrat de travail et donc payer des cotisations sociales. Donc travail dissimulé, c'est pas juste travail au black. Ensuite, sur les accidents, donc accident du travail, justement, ça va. C'est le principe en fait. Pourquoi ils veulent tous travailler avec des indépendants? Pourquoi Macron est intéressé par ce modèle-là ? Parce que justement, ça permet, comme le disait très bien Arthur tout à l'heure au début de son intervention, de s'exonérer complètement de ses responsabilités d'employeur. Et donc, il y a un accident du travail, c'est pas mon problème. Sur la législation européenne, donc alors sur la question sur tu demandais sur les précisions sur la législation européenne. Rapidement, le processus législatif européen. Donc alors, on a 3 instances dans l'Union européenne. Le Parlement européen, où moi je suis, on est 700 environ députés des 27 États membres de l'Union européenne. Il y a le Conseil de l'Union européenne, où c'est les représentants des chefs d'État et de gouvernement. C'est le truc où la présidence tourne tous les 6 mois et où Macron a eu la présidence de janvier à juin.
Macron n'était pas président de l'Europe, contrairement à ce qu'on entendait beaucoup. Il était président pendant 6 mois du Conseil de l'Union européenne. Et on a la Commission européenne qui est composée de commissaires nommés par les États, par les gouvernements. Et donc, c'est la Commission qui propose, qui d'abord envoie, j'en dis, tiens, alors, une directive, nanana, j'envoie ma directive, j'ai publié ma directive. Avant ça, du coup, faut faire pression, nous-mêmes, on fait du lobbying en quelque sorte. Enfin, moi, pour avoir la directive, pour que ce soit une directive et qui soit prise par les bons rails, il a fallu faire pression avec le lobby populaire. J'ai rédigé une proposition de directive à copier-coller par la Commission. C'est un ensemble de rapports de force aussi en amont. Mais une fois que la Commission européenne a fait sa proposition, elle envoie le premier jet au Conseil d'un côté et au Parlement. Là, on vient de reprendre les négociations au Parlement, donc en commission emploi. Moi, je suis toujours chargée des négos pour mon groupe. Et on doit amender. On dit, tiens, on va rayer ça. Par exemple, la commission a dit, c'est une présomption de salariat, mais qui est effective quand 2 critères sur 5 sont cochés. Nous, on dit, on veut pas de critères du tout, en fait. Parce que s'il y a des critères qui en décident, donc il faut qu'elle soit générale, réfragable mais générale, donc on veut pas de critères du tout. En face, il y en a qui disent au contraire, on va augmenter le nombre de critères. En gros, c'est ça. Et au niveau du Conseil, ils font ce même travail pour se mettre d'accord sur une position et ensuite, donc c'est long. Pas tout à fait pareil, c'est différent, mais en gros, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un espèce de mandat de négo au Parlement et au Conseil, on se voit ensemble pour acter donc une position. La différence par rapport à l'Assemblée, c'est que c'est ça aussi qui a fait qu'on a réussi à arracher cette victoire par rapport à l'Assemblée nationale, du moins telle qu'elle était dans les 5 années qui viennent, dans le quinquennat précédent. C'est que comme il n'y a pas un groupe qui a la majorité absolue, un rapporteur, il est obligé de créer une coalition. On est obligé de fonctionner par coalition. C'est ce qui nous permet d'arracher des choses. C'est ce qui nous a permis lors du rapport d'initiative, parce que le Parlement européen peut quand même, dans le cadre de rapports d'initiative, où il donne son avis sur ce que la Commission devrait mettre dans sa proposition. Désolé, c'est compliqué. On dirait que des fois, les choses sont faites exprès pour les compliquer, pour que les gens s'en mêlent pas, alors que... Et donc, dans le rapport d'initiative, on a mis en minorité, on a réussi à obtenir un Parlement qui demandait la présomption de salariat en mettant en minorité la rapporteure macroniste envoyée directement par Macron. Parce que, vous voyez, par exemple, à l'Assemblée, quand Adrien parlait, là, dans le quinquennat précédent, ou Mathilde, ou n'importe qui, ils s'en foutent de l'écouter chez Macron. En face, ils ont la majorité absolue, donc ils n'ont pas besoin de leur voix. Tandis qu'au Parlement, c'est pas comme ça. Il y a besoin de personne à la majorité absolue. Et nous, on a réussi, justement, et là j'enchaîne sur la concurrence déloyale, à mettre la droite avec nous sur la présomption de salariat, parce que on avait le plus gauchiste du PPE, enfin de la droite chargée des négos, ça nous a bien aidé, concours de circonstances, et surtout on a joué à fond sur l'argument de la concurrence déloyale et sur le fait quand vous êtes attaché à la concurrence, toute leur salade là, concurrence libre et non faussée, tout ça, mais vous pouvez pas admettre qu'il y ait des boîtes qui respectent les règles du jeu et d'autres qui les respectent pas. Et ça parle à quelqu'un de droite. Et c'est pour ça que vraiment au final, les macronistes se sont retrouvés en minorité dans les négociations et ont dû avaler la présomption de salariat. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de concurrence déloyale. C'est une victoire qu'on a arrachée. Quand on parle déloyal, c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes règles du jeu en fait pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'une concurrence doit avoir les mêmes règles du jeu. C'est ce qui sert à des trucs vraiment sur lesquels on est contre. Par exemple, l'interdiction des aides d'État sur certains secteurs et notamment sur le secteur du logement, où tu as des pays qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils investissaient, des États investissaient dans le logement social. On leur a dit, tu mets en place les conditions d'une concurrence déloyale avec le parc privé, en gros le marché de l'immobilier, qui a pas de subvention, alors que ça devrait pas rentrer dans le cadre du marché pour le coup, le logement. Mais c'est des règles, donc il faut que la concurrence tout le monde soit avec des règles du jeu équitables. Et donc là, pour le coup, c'est un argument qu'on utilise sur la question des plateformes. C'est une victoire qui a été possible. Donc là, en fait, l'Union européenne, cette victoire-là, pour le coup, on n'a pas besoin d'attendre normalement l'Union européenne. Il y a l'Espagne l'Espagne a mis en place une loi l'année dernière, la loi Rider, qui impose un statut salarié dans le secteur de la livraison de repas à domicile. Macron pourrait le faire. Si Mélenchon avait été élu président de la République, on avait dans notre programme le fait de poser une présomption de salariat pour tous les travailleurs des plateformes. Sauf que là, ça a été plus facile de l'avoir, ce qu'on a réussi à avoir au niveau européen. Je vous dis, le premier adversaire, c'était Macron.
C'est un truc, et partout, dans tous les pays, pas Macron, le groupe de Macron, avec les autres pays, les macronistes français, vraiment, qui s'est fait défendre. Et d'ailleurs, ce que les Uber Files ont révélé, ont révélé. Et donc, ça a été ce qu'on a réussi à arracher au niveau de l'Union européenne. On n'aurait pas pu, là, l'arracher par Macron, qui était le principal adversaire. Pour autant, après, il y a 2 ans, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est les premiers à hurler quand vous auriez entendu Clément Beaune hier, là, dans le débat avec Manon Aubry, à pas vouloir entendre parler de désobéissance. Tandis que là, quand la Commission européenne a proposé une directive, déjà, quand le Parlement européen a dit il faut que la Commission européenne demande la présomption de salariat, ils ont dit, et ça, des mots de l'ambassadeur de Macron à l'Union européenne, qui me dit en face de vive voix, non, jamais la Commission européenne ne le fera, et on s'en fout de ce rapport du Parlement. Le Parlement, c'est pas le Parlement qui compte, c'est la Commission. Alors que c'était quand même quelqu'un de chez eux qui avait signé le truc. Ensuite, ils ont essayé de mentir, à dire qu'en fait, je vous passe les détails, mais entendre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale dire que jamais le Parlement européen n'avait demandé la présomption de salariat alors qu'il l'avait fait 2 semaines avant. Tout ça parce qu'elle se disait que les Français parlaient mal anglais. Et qu'ils n'allaient pas comprendre que Presumption of Employment Relationship, ça voulait dire présomption de relation d'emploi, vraiment. Hein, c'était là. Donc, bref, où j'en étais. Oui. Donc voilà. Donc on aurait pu avoir ça nationalement, c'est pas le cas. Et donc oui, les macronistes qui expliquent maintenant, qui assument le fait de dire limite qu'ils veulent désobéir à l'Union européenne sur la seule avancée sociale. Pour une fois qu'on a une avancée sociale de la part de l'Union européenne, ils disent c'est pas le chemin nous qu'on a choisi en France. La Commission européenne a tort. La Commission européenne a tort, disent les macronistes, quand pour une fois qu'on parle là d'une avancée sociale. En tout cas, ensuite, une fois que la directive est adoptée, il y a 2 ans pour que les États la transposent en droit, donc c'est malheureusement très long, mais dans le rapport de force, ça pèse, c'est important aussi. Et c'est tout. C'est bon. Oui, et puis par rapport à Basile, oui, tes remarques. Effectivement, il y a d'autres outils. Là, on parle beaucoup du statut, mais il y a d'autres leviers aussi pour lutter contre les plateformes, notamment les aspects fiscaux, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur la fiscalité, c'est de l'argent qui échappe aux caisses de l'État par les cotisations sociales, mais aussi par les impôts qui sont pas payés, qui fuient souvent directement, sont facturés au Luxembourg, paradis fiscal au sein même de l'Union européenne. Enfin, on est sur un aspect qui est très important. Et donc juste vous dire aussi que là on va annoncer tout à l'heure à 17h30 avec Daniel Simonet et Sébastien Delogu qui aurait dû être là mais qui a le Covid. Donc Sébastien, nouvel élu député, ancien chauffeur de taxi, Daniel Simonet qui a beaucoup travaillé avec les taxis. On lance une commission d'enquête populaire suite au Uber Files où on va enchaîner une série d'auditions dans les mois qui viennent pour vérifier si Macron, lobbyiste d'Uber, tout simplement, ça a toujours cours et ça a toujours lieu, et puis utiliser ça aussi pour aider à fédérer les luttes. Nous, au Parlement européen, on organise un 3e rendez-vous du lobby populaire, en quelque sorte, le 8 septembre prochain à Bruxelles, où il y aura une centaine de travailleurs d'une vingtaine de pays différents, une convergence avec une manifestation européenne des taxis qui aura lieu à ce moment-là. Dans l'étape du rapport de force, le but cette fois, c'est faire pression. L'année dernière, c'était sur la Commission. Là, c'est sur les négociateurs au Parlement européen. Donc, sur moi, faire pression sur moi, c'est pas trop compliqué, mais surtout faire pression sur les négociateurs qui sont plus à droite. Mais en tout cas, la bataille, une bonne partie du chemin a été fait, mais c'est loin d'être gagné. Et voilà, il y a besoin pour ça d'être sur tous les fronts, quoi. Et Manon, tu voulais dire un mot en conclusion, je crois. C'était ce que je voulais dire en conclusion, donc voilà. Merci à tous les 3 pour vos interventions. Merci, pas de souci. Donc ça a bien montré l'importance de la complémentarité des moyens d'action entre mobilisation de terrain, judiciaire et politique. C'est un bon exemple que quand même on a la possibilité de s'organiser et d'obtenir des victoires, même si ça paraît de prime abord difficile, c'est possible. Merci à toutes et tous. Donc les prochaines dates, c'est donc le forum
le 3e forum des alternatives à l'ubérisation, la commission d'enquête populaire dont Leïla vient de parler, et puis n'hésitons pas aussi à aller soutenir les mobilisations des travailleurs des plateformes quand il y en a dans nos villes. Voilà, passez des bons amphis, merci à toutes et tous et à très vite. Merci à vos intervenants, je l'ai déjà dit, merci à tous les trois. Voilà, c'est parti pour la rentrée.